Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle analyse approfondie. Je suis ravi de vous retrouver pour une exploration assez fascinante aujourd'hui. On va décortiquer une leçon de français, Bonjour à tous. Oui, une leçon vraiment intéressante. et pas n'importe laquelle, hein. C'est une leçon conçue pour les grands débutants, le niveau A1, et le cadre est super concret. C'est une visite au marché. Exactement, le marché. Notre mission aujourd'hui, c'est de comprendre la mécanique d'apprentissage du pluriel en français. On va analyser comment on aborde ces fameuses lettres muettes et comment une petite histoire pratique permet de consolider tout ça. C'est un vaste programme et je suis ravie qu'on s'y plonge parce qu'il y a un paradoxe saisissant dans la langue française. Ah oui, le fameux paradoxe. Ouais, surtout quand on observe comment la langue est enseignée. C'est un système où l'information visuelle, donc l'orthographe, contredit très souvent la réalité sonore. C'est clair. Ce qu'on lit n'est pas ce qu'on dit. C'est ça. Et l'information cruciale pour distinguer si on parle d'une seule chose ou de plusieurs, elle se cache dans de tout petits mots placés avant le nom, pas à la fin. Ouais, ça change tout. Ça impose carrément une redéfinition des stratégies d'écoute pour les apprenants. Absolument. Quand on apprend une nouvelle compétence, cette leçon montre bien la difficulté de reprogrammer des automatismes cognitifs. Parce que dans beaucoup d'autres langues, l'oreille est conditionnée pour capter le pluriel à la toute fin du mot. Tout à fait. Comme un suffixe qui vient conclure l'information. Sauf qu'en français, on déplace ce signal au tout début. Voilà. Et ça exige une anticipation auditive de chaque instant. L'enjeu de ce type de document pédagogique, c'est pas juste de mémoriser une liste de vocabulaire, c'est une modification de la fenêtre d'attention. Il faut écouter le début du mot avec autant d'intensité que le mot lui-même. Sinon plus. C'est fascinant. Et pour encadrer cette reprogrammation auditive, la leçon utilise l'environnement du marché. Un choix très intelligent. Ouais, c'est un terrain qui offre un ancrage matériel super fort. On y trouve de grandes catégories, genre les fruits, les légumes. Mhm. Et ensuite, on décline la pomme, la banane, la tomate. Et on n'oublie pas l'outil indispensable pour l'interaction. Le panier. Le panier, oui. L'intérêt de ce vocabulaire, c'est son immédiateté visuelle et tactile. L'apprenant peut associer le son à un objet physique manipulable. C'est ça. Mais au-delà des mots, l'arsenal transactionnel proposé dans la leçon se limite à deux expressions d'une simplicité redoutable. Lesquels? L'interrogation pour demander le prix, c'est combien, et l'affirmation pour faire son choix, je prends. Ah oui, c'est combien et je prends. C'est tout? Et cette approche révèle une philosophie d'enseignement très pragmatique. On vise la viabilité communicative immédiate. Au lieu de se perdre dans la grammaire. Exactement. L'acquisition linguistique se heurte souvent au mur de la perfection grammaticale, Ouais, le fait de vouloir tout dire parfaitement. ce qui a tendance à paralyser l'expression orale chez les débutants. En isolant une formule unique pour demander le prix et une formule directe pour acheter, on équipe la personne avec des outils de survie. On peut faire une transaction commerciale complète avec l'interaction sociale sans jamais toucher aux complexités de la conjugaison. C'est brillant. La charge mentale est drastiquement réduite. On garde ses ressources cognitives pour la vraie difficulté de la leçon. Et cette difficulté, c'est la manipulation des articles. Voilà, le cœur du problème. Parce que cette fameuse viabilité communicative, elle repose sur une maîtrise totale de ces petits mots. Ce sont les véritables moteurs du pluriel en français. Tout à fait. La leçon montre que passer du singulier au pluriel, ça exige une métamorphose de ces particules introductives. Prenons le pluriel défini. Le mot le ou la fusionne conceptuellement pour devenir les. Et la leçon donne une instruction phonétique stricte. Ça s'articule avec un son ouvert, les. Les, oui. Par exemple, le chat devient les chats. Et pour le pluriel indéfini, c'est pareil. Le un ou le une se transforme en des, avec le son des. Des. Une pomme, des pommes. Et là, le matériel pédagogique pointe un énorme piège lié à la traduction littérale. Le piège du non nu. C'est ça, il est formellement interdit en français d'omettre l'article. On ne peut pas juste dire pomme pour dire qu'on a envie de ce fruit en général. Genre, on arrive au marché et on dit juste pomme. Ça marche pas. Ça ne marche pas du tout. L'intégration de l'article pour dire des pommes est présentée comme une obligation structurelle non négociable. Cette interdépendance entre le nom et son article, ça met vraiment en lumière une caractéristique du français parlé. Le nom tout seul n'a aucune existence fonctionnelle. Il est viscéralement dépendant de ce préfixe pour exister dans la phrase. Dans d'autres langues, exprimer une généralité s'accommode très bien de l'absence d'article. Ouais, en anglais par exemple.
Mais le modèle français impose cette béquille grammaticale permanente. Le cerveau de l'apprenant doit automatiser la production de ce marqueur avant même d'avoir fini de penser au nom de l'objet. C'est un rythme de formulation très particulier. La quantité et le genre sont annoncés comme un préambule obligatoire. Et ce glissement de la charge informative vers l'avant, ça trouve sa justification dans un autre phénomène majeur abordé par la source, le traitement phonétique du pluriel. Le fameux S, chat, ota, fantôme du S. La règle exposée ici est une source majeure de friction dans l'apprentissage. À l'écrit, le S est rigoureusement ajouté à la fin des mots pour marquer le pluriel. Oui, mais à l'oral, cette lettre est frappée d'un mutisme absolu. Sauf exception, bien sûr. Par conséquent, un mot comme chat au singulier et chat au pluriel, ça génère une onde sonore rigoureusement identique. L'effort d'encodage visuel est maximal, mais le rendu auditif est nul. C'est fou quand on y pense. C'est ce vide sonore à la fin du mot qui rend la modification de l'article, le passage de le à les, complètement vital. Ce décalage entre le code orthographique et le son force l'apprenant à une dissociation cognitive parfois douloureuse. L'œil voit un S, un signal clair de pluriel, mais l'appareil phonateur doit l'ignorer. C'est un silence imposé. Ça témoigne de l'évolution figée de l'orthographe française par rapport à une langue parlée qui évolue. Et pour pallier l'insécurité générée par cette règle un peu folle, la pédagogie de la leçon introduit un îlot de stabilité. L'expression « il y a ». Il y a. C'est un vrai répit cognitif. Complètement. Les exemples de la leçon sont clairs. On oppose « il y a un chat » à « il y a des chats ». La structure introductive reste figée dans le marbre. On n'a pas besoin de conjuguer un verbe d'existence pour l'accorder au pluriel. Ça allège la tension syntaxique immédiatement. Du coup, l'attention peut se relâcher sur le début de la phrase pour se focaliser intégralement sur le choix crucial de l'article qui va suivre. Exactement. Et une fois que ces fondations sont posées, donc le vocabulaire du marché, la distinction des articles, l'inhibition du S final et la stabilité de il y a, la leçon orchestre tout ça dans une petite narration pratique. Le recours à une trame narrative, c'est une technique d'intégration redoutable. Le cerveau humain retient beaucoup mieux quand c'est dans une histoire, plutôt qu'une liste aride. Alors, que se passe-t-il dans cette histoire ? Eh bien, le scénario installe deux personnages, qu'on appellera les protagonistes de l'histoire, au marché un dimanche matin. Ça commence par « Il y a beaucoup de fruits et de légumes ». Dès cette introduction, le vocabulaire est activé, avec la structure invariable. Et la suite du dialogue tisse très finement les règles grammaticales. Un des personnages regarde les étals et dit « Il y a des pommes rouges, j'adore les pommes ». C'est une démonstration concentrée de la théorie. La phrase enchaîne la structure invariable avec un pluriel indéfini, des pommes rouges, pour basculer dans la même respiration vers un article défini pluriel, j'adore les pommes. Une manipulation très fluide des concepts. L'interaction glisse ensuite vers la transaction avec le vendeur. La fameuse question « C'est combien les pommes ?» Le vocabulaire de base est réinvesti, mais le vrai point d'orgue de cette petite fiction, c'est l'annonce de la commande finale. Oui, la liste de courses. Le personnage annonce « Je prends des pommes, des bananes et une tomate ». Cette phrase, elle va bien au-delà du simple alignement de mots. Elle est construite pour provoquer une rupture. Une rupture de motifs cognitifs. Exactement. L'auditeur s'est installé dans une séquence de pluriels, fluides, des pommes, des bananes, et subit un arrêt brutal avec l'irruption soudaine de l'article singulier, une tomate. Ce contraste aigu aiguise vraiment la conscience de l'article comme vecteur principal de l'information. Une tomate ? Et la réponse, c'est que c'est uniquement pour préparer un sandwich. Ça clôture la narration sur une note légère. Mais surtout, ça valide le fait que l'information quantitative a été décodée instantanément, bien avant la phrase. L'autre personnage a entendu une et a tout de suite compris le singulier. C'est très habile. Bon, cette séquence valide les bases, mais ensuite le document s'aventure vers un niveau de complexité supérieur. Les fameux aléas phonétiques. Oui, parce que le S du pluriel, qu'on avait méthodiquement relégué au rang de fantôme muet, subit une altération de statut. Le phénomène de la liaison. Le réveil du S. Des articles les ou des est réactivé pour produire un son fricatif sonore, le Z. Les illustrations de la leçon transforment ainsi les amis en la séquence les amis. Et on applique cette même logique au vocabulaire du marché pour muer des oranges en des oranges. L'espace entre les mots s'efface totalement. Une concaténation syllabique. Mais quelle est la justification de ce phénomène ? Ça repose sur la phonotactique de la langue. Le français déploie des stratégies complexes pour éviter la collision de deux voyelles consécutives. Le fameux hiatus. Ce choc est perçu comme une aspérité qui perturbe l'écoulement naturel du discours. Le maintien d'une consonne de liaison agit comme un pont.
Un lubrifiant phonétique en quelque sorte. Oui, mais au-delà de l'élégance sonore, cette mécanique a des répercussions profondes sur le traitement de l'information grammaticale. Parce que le son Z ne sert pas juste à faire joli, il se transforme en marqueur auditif secondaire du pluriel. Exactement. La perception du fragment DZ renseigne notre cerveau sur la pluralité du nom à venir, une fraction de seconde avant que l'objet, par exemple l'orange, ne soit dévoilé. L'anticipation devient le mode de fonctionnement par défaut. C'est inévitable. Et ce principe d'analyse auditive instantanée constitue l'architecture du tout dernier segment de notre source. Oui, un jeu, un défi interactif présenté sous une formule ludique. L'écoute du seul groupe nominal doit permettre de trancher sans délai entre le singulier et le pluriel. Les premières itérations consolident les acquis directs. On entend le fruit, ce qui oriente l'analyseur mental vers le singulier avec une certitude absolue imposée par l'article. Puis, la transition vers les fruits valide la perception de la bascule phonétique vers le son lait. Et ensuite, on entend des oranges, ce qui exige la reconnaissance immédiate du Z de liaison comme preuve de la pluralité. Jusque-là, la difficulté semble maîtrisée. Mais la pédagogie déploie alors un dernier obstacle, un piège machiavélique. Le mot « Jean », la souris. C'est une manœuvre d'une grande sophistication pédagogique. L'inclusion de ce substantif n'a rien d'aléatoire. Parce que l'architecture orthographique du mot « souris » intègre un S terminal de manière inhérente, indépendamment du nombre. C'est une composante radicale du mot, présente dès le singulier. Ce cas de figure agit comme un test de résistance finale pour la règle fondamentale édictée tout au long de la leçon. Ça démontre par l'absurde le danger d'une stratégie d'écoute qui chercherait désespérément la marque de la quantité à la fin du nom. Si on se laisse séduire par la présence de ce S final, l'échec d'interprétation est garanti. La résolution correcte de l'énigme, la certitude qu'un seul rongeur est présent, ne peut provenir que d'une confiance aveugle en l'article singulier « là ». Ce dernier tour de piste valide définitivement l'article comme l'unique instance de décision quant au nombre. C'est magistralement amené. En réalisant la synthèse de cette exploration, on voit bien que la pédagogie du pluriel en français révèle une exigence contre-intuitive de traitement de l'information. La maîtrise de la quantité impose de se détourner systématiquement de la terminaison du mot pour concentrer toute la capacité d'analyse sur ses prémices. Les articles « les » ou « des » endossent l'entièreté de la responsabilité sémantique du nombre. Le marqueur historique S perd sa fonction de signal direct. Il devient une entité fantomatique, conditionnée aux exigences de la fluidité orale par la liaison phonétique. Et au sein de cette mécanique, la locution « il y a » maintient son rôle de pilier structurel invariable, indifférente aux variations de quantité. Ce transfert de la charge informative vers les toutes petites particules introductives transforme radicalement la temporalité de l'écoute. Et cette redéfinition de la temporalité soulève une ultime interrogation. Une réflexion fascinante sur l'impact d'une structure grammaticale sur la cognition. Je vous écoute. Puisque l'architecture de cette langue oblige l'appareil perceptif à extraire l'information cruciale de la quantité une fraction de seconde avant l'apparition du concept de l'objet, ça impose une concentration extrême sur des amorces syllabiques souvent fugaces. Oui, un simple son « les » ou « des ». Exactement. Alors on peut se demander comment cette nécessité viscérale d'anticipation auditive permanente sculpte-t-elle la plasticité de notre esprit dans sa façon de décoder le flux de la réalité. Surtout quand on compare ça à des systèmes linguistiques où la résolution du sens s'opère confortablement à la toute fin de la phrase. C'est ça. Le français force à prédire l'avenir de la phrase avant même qu'elle ne soit complètement formulée. C'est une gymnastique mentale quotidienne. Une gymnastique mentale invisible mais constante. C'est une pensée très stimulante pour conclure notre analyse d'aujourd'hui. C'était une exploration vraiment passionnante du fonctionnement de cette langue. Absolument. Merci à toutes et à tous de nous avoir accompagnés dans ce décryptage. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles découvertes. À très bientôt.